vrac. Les mathématiques familiales sont floues, elles sont vagues, elles font désordre et elles sont loin de la rigueur scientifique. Et les contes familiaux ne sont peut-être que des contes, C-O-N-T-E-S, que l'on se raconte. Hein? Il y a une étymologie commune, mais d'une certaine façon, on va voir qu'au-delà de l'étymologie commune, il y a des choses très différentes. Hein? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour les contes familiaux, il faut faire appel à des règles spécifiques. Hein? Il faut faire appel à des règles spécifiques. Il s'agira plutôt de métacommuniquer sur ce qui compte pour soi. Il faut apprendre à compter avec l'autre. Il faut évaluer si on peut compter sur l'autre et apprécier si on compte vraiment pour l'autre. Hein? Donc, il y a des règles spécifiques. Alors, il y a 3 éléments que je vais essayer déjà. Alors, très vite. Il y a le premier ingrédient de ces contes, c'est de se dire que les contes sont impossibles. On compte, pourquoi ils sont impossibles? Parce qu'on compte, mais on ne sait pas calculer. Hein? On ne sait pas calculer. Bon. Par exemple, les gens vont vous dire, mon mari et moi, on ne fait qu'un. Alors il y a un auteur qui dit, oui, mais lequel? D'accord? Par exemple, dans les couples, on a tendance nous à dire 1 et 1 font 3. Hein? Vous direz, c'est une drôle de façon de calculer. D'accord. Ensuite, j'aurais envie de dire que il y a... On ne sait pas calculer, et il y a aussi, par exemple, prenons l'exemple des injustices ménagères. Hein? Parce que souvent dans les couples, dans les familles, on a un sentiment d'injustice. Bon. Alors, par exemple, une femme va faire 18 heures selon des enquêtes qui ont été faites par Kaufmann et par d'autres. Une femme va faire en moyenne 33 heures de travail hebdomadaire contre, point de vue ménager, contre 18 heures pour un homme. Bon, ça n'étonne personne. Mais par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que 61% des femmes pensent que c'est normal. D'accord? Et du côté des hommes, il n'y en a que 28% qui pensent que c'est injuste pour leur partenaire. D'accord? Donc, on voit que, par exemple, en matière d'inégalité et d'injustice, le sentiment d'équité n'est pas calqué sur une égalité strictement arithmétique. Même si pour le moment, se faire reconnaître comme femme ou comme homme passe par les standards encore en vigueur, très idéologiques, mais effectivement, ces standards-là de sentiment d'équité, par rapport à l'arithmétique mathématique, ce n'est pas la même. Donc, ainsi, on peut dire que dans un couple, ce qui compte, c'est tout, c'est incalculable. Un geste, il suffit de peu, et c'est déjà beaucoup. Hein? Donc, voilà. Déjà, premièrement, les comptes, il faut compter, mais ce sont des comptes impossibles qui ne tomberont jamais juste. Le deuxième point, il y a cette notion de compte implicite. Quand on aime, tout compte. Et plus on aime, plus on compte. Ça veut dire, en clair, que le moindre geste, le moindre regard va avoir une importance. Et quand on aime, ce qui s'échange, c'est de l'ordre du sans prix. Et cela s'échange entre personnes qui sont inestimables l'une pour l'autre. D'accord? Donc, au fond, comme les comptes implicites montrent que tout compte, et j'ai envie de dire, tout ce qui circule est non mesurable. Ce qui est affectif
ce qui est symbolique, ce qui est regard, ce qui est attention, ce qui est donné impalpable, c'est non mesurable. Donc, tout ce qui est objectif existe tout ce qui est objectif. D'accord? Donc, ce qui s'échange n'est pas comparable, et pourtant, on ne cesse de comparer. Vous prenez des enfants, ils vont vous dire, oui, mais lui, il a le blanc de poulet, lui, il a eu un gâteau plus important, moins important, etc. Ils passent leur temps à comparer, alors que ce n'est pas comparable. Donc, premièrement, la question des comptes impossibles, la question des comptes implicites, et le troisième point, c'est la valeur inestimable du donner et du recevoir. On pourrait dire que dans un couple et dans une famille, quel équilibre il va y avoir entre les dons et les dettes. D'accord? Et entre les dons et les dettes, mon cœur va balancer. On a tendance à dire que le don est au service du lien. D'accord? Et, d'une certaine façon, une des caractéristiques du don, c'est qu'il dépasse toujours ce qui est rendu. Il y a une propension, ça peut vous étonner, mais il y a une propension à donner plus que ce qu'on reçoit. Et c'est plus facile de donner d'un point de vue psychique que l'opération du recevoir qui demande des opérations psychiques spécifiques. Alors, je vais prendre ce tableau pour aller plus vite. Je vais me faire au PowerPoint. Alors, on est d'accord pour dire que le don n'est pas gratuit. D'accord. On est d'accord pour dire aussi que le don est intentionnel. Que le don dépasse toujours ce qui est rendu. Que la force du don n'est pas explicable par l'intérêt. Et d'une certaine façon, le don est au service de l'appartenance. C'est-à-dire que il faut accepter cette idée que donner vraiment, eh bien, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et donner à l'autre, on pourrait dire que le vrai don, entre guillemets, le vrai don, c'est donner à l'autre la possibilité de désirer. À côté, recevoir. Eh bien, recevoir est un risque. Pourquoi c'est un risque? Parce que recevoir, ça rend redevable. Et recevoir, eh bien, ça va interroger la valeur que l'on s'accorde. Hein? Vous recevez, je veux dire, j'ai eu longtemps un enfant pré-psychotique que j'ai suivi longtemps. La maman institutrice voulait absolument que le père soit présent à chaque fois. Bon, ils étaient séparés. Ce père attribuait moins d'importance à l'enfant que cette maman. Et la maman s'arrangeait toujours pour essayer d'avoir des rencontres au Luxembourg, etc., de faire venir le père pour qu'il voie l'enfant. Alors, à chaque fois, l'enfant était confronté à la même scène. Au Luxembourg, qui est un jardin à Paris, il y a une zone de jeu. Cette zone de jeu, je ne sais plus maintenant combien ça coûte, mais on rentrait toujours en mettant une pièce de 1 franc ou de je ne sais plus combien. D'accord. Et ce père, quand il venait dans ce jardin et que la maman faisait rentrer l'enfant en mettant la pièce pour qu'il rentre, le père ne voulait jamais mettre la pièce pour jouer avec l'enfant. Hein? Donc l'enfant était toujours confronté à cette idée que le père n'était pas foutu alors qu'il avait la possibilité de le faire. Bon. Autre chose, la maman s'arrangeait toujours pour que au moment de Noël, le papa vienne pour pouvoir rencontrer son enfant, etc., etc. Alors, le père amenait toujours un cadeau qui meurtrissait l'enfant. Par exemple, il avait 10 ans, le père lui rapportait un petit sac de billes. Hein? Donc là, c'est vrai que, du coup, il peut s'interroger sur la valeur qu'il a. D'accord? Et ce qui est reçu,
crée une communauté, un partage. Donc, j'aurais envie de dire, recevoir dans l'intimité, c'est recevoir une partie de l'autre. Et recevoir, c'est aussi permettre à l'autre de donner. Donc, vous voyez que ces questions de donner et de recevoir va créer un type de relation. Et c'est vrai que si dans un couple, nous avons vu récemment, lors d'un colloque, des consultations de couple, où on voit qu'il y a une difficulté dans ces opérations de donner et de recevoir. Vous allez me dire, c'est vrai que dans sa famille d'origine, on n'a pas eu la possibilité de recevoir, ou on n'a pas donné, etc., etc. Comment on fait? Eh bien, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que souvent, on reçoit et on a l'impression qu'on ne reçoit pas. Premièrement. Et puis, deuxièmement, on peut aussi apprendre à donner. On peut apprendre à donner. On peut apprendre à donner à ses enfants, même si on n'a pas forcément reçu de ses parents, mais on peut regarder d'un peu plus près qu'est-ce qu'on a reçu alors qu'on pense qu'on n'a rien reçu. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est d'abord de bien retenir l'idée qu'on peut évoluer dans ce domaine du donner et du recevoir, et que aussi on ne peut pas équilibrer les échanges. On ne peut pas équilibrer les échanges. D'accord? Même si vous rendez, vous ne rendrez jamais ce que vous avez reçu. D'accord? Alors, en matière de parents et d'enfants, on ne peut pas rendre à ses parents ce qu'ils nous ont donné. Ils créent toujours une dette. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais par contre, on peut repenser ce qu'on a reçu en donnant à nos enfants. Hein? Mais l'équilibre entre le donner et le recevoir n'est pas possible. En conclusion, ça veut dire quoi de ce point-là? Cela veut dire que, puisqu'il est inévitable de compter dans un couple, il faut rendre explicites les comptes. Non pas pour tenter de les rendre égaux au sens arithmétique, personne n'a les mêmes règles de calcul, mais pour pouvoir métacommuniquer sur ce qui est important pour chaque partenaire, ce qui est difficile et ce qui est attendu. Alors, sur quel compte se baser pour trouver un équilibre dans un couple? Quel compte on doit se raconter? Il faut aller la voir ailleurs dans l'arithmétique. On ne peut viser dans un couple une égalité arithmétique et permanente. Cela impliquerait des calculs infernaux. D'accord? Donc, le système d'échange dans un couple, les dettes et les dons ne s'équilibrent pas. Et, j'aurais envie de dire, l'équité dans un couple se construit plutôt sur une alternance de séquences inégales. On ne peut éviter que l'un, à un moment donné, plus en forme, plus enthousiaste, plus disponible, en fasse davantage, contribue davantage au bien-être du couple. Ce n'est pas un équilibre objectif, ce qui est important, c'est un équilibre satisfaisant pour les deux, régi par un système d'échange négociable et choisi. Il est important que chacun y trouve son compte. Deuxième point, le point suivant. Qu'est-ce qui compte vraiment dans l'économie cachée d'un couple? D'accord? Alors, nous avons tendance, je vais le faire très très vite, nous avons tendance à dire qu'il y a trois plans qui sont importants dans cette économie cachée du couple. Il y a le niveau identitaire et existentiel, il y a le niveau ontologique de chaque partenaire, et il y a le niveau éthique de la relation. Alors, le niveau identitaire, c'est en quelque sorte être comptable de ses actes. Cet enjeu identitaire est central dans un couple. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que dans la rencontre amoureuse, on s'éprend et on se méprend. Et ce qui est important, c'est cette reconnaissance qui va devoir être instituée dans le couple.
D'accord? La reconnaissance ne s'institue pas d'une baguette magique, mais répond à un processus véritable. Hein? Et Ricoeur va parler de parcours de la reconnaissance. Alors, voilà. Donc, dans la reconnaissance, vous avez 5 niveaux de la reconnaissance. Le premier niveau, c'est on a besoin d'être reconnu. C'est une position passive. Le deuxième point, c'est reconnaître l'autre. Le troisième point, c'est se reconnaître mutuellement. Et cette reconnaissance mutuelle ne peut se faire que s'il y a le niveau de se reconnaître soi-même. Comment je peux continuer à reconnaître l'autre si je ne me reconnais pas moi-même un minimum? Hein? Et j'aurais envie de dire, plus on se sent reconnu, plus on est reconnaissant. Donc, j'ai envie de dire, en parvenant à être comptable de ces actes, je me reconnais moi-même et je suis plus enclin relationnellement à être plus reconnaissant, c'est-à-dire à faire des comptes moins mesquins. Bon, je vais très vite sur ce parcours de la reconnaissance, mais j'aurais envie de dire, je crois, même si je suis un optimiste béat, je crois qu'il est possible de faire un certain nombre de choses pour aider les couples ou pour pouvoir améliorer cette reconnaissance mutuelle dans un couple. Le deuxième niveau, c'est de la reconnaissance à la confiance. Hein? Reconnaître quelqu'un, c'est croire en lui. C'est ce que j'appellerais le niveau ontologique. Non? Oui, après, voilà. Donc, de la reconnaissance à la confiance. Alors, je disais ce matin à table, nous parlions des thèmes de colloque, et nous avions fait l'année dernière un colloque à Paris sur confiance et responsabilité. Bon. Alors c'est vrai que ce sont des thèmes moraux qui sont tellement étouffants hein, que du coup, ils intéressent moins. D'accord? Et pourtant, par exemple, on a fait ce colloque l'année dernière sur confiance et responsabilité, et on voit bien à quel point tous les discours politiques actuellement de confiance, etc., sont importants. Alors, j'aurais envie de dire, pour aller vite, de la reconnaissance et de la confiance. Accorder sa confiance, c'est s'en remettre à l'autre. C'est prendre le risque de s'en remettre à l'autre. Faire confiance, c'est évident, ça nous place dans un état de vulnérabilité. C'est évident. Ça nous place dans un état de vulnérabilité parce que on se laisse aller. On ne contrôle pas. Ensuite, faire confiance, puisque on s'en remet l'un à l'autre, on s'engage. On s'est rendu compte, dans les études qui ont été faites, que pourquoi l'amour fait mal? Parce qu'effectivement, il y a un problème aujourd'hui d'engagement dans les couples. Et faire confiance, c'est abandonner momentanément le contrôle. Hein? J'aurais envie de dire, je l'ai marqué, ne confondons pas la confiance dans le couple, c'est pas forcément, ce n'est vu pas forcément la fidélité. C'est deux choses différentes. Hein? Mais effectivement, on pourrait dire que faire confiance, c'est advenir tout un potentiel inexploré, c'est permettre à l'autre de se surprendre. Alors, par exemple, Winnicott, qui est spécialisé chez les enfants, un thérapeute, un psychiatre, de psychanalyste spécialisé chez les enfants, dit le moment thérapeutique pour un enfant, le moment où quelque chose peut se passer pour un enfant, c'est quand il arrive à se surprendre lui-même. D'accord? Eh bien, j'ai envie de dire, dans un couple, c'est la même chose. Si on ne se débrouille pas pour surprendre l'autre, je ne vois pas comment on peut le retenir. Ou je ne vois pas comment il peut avoir envie ou
de nous garder ou compter sur nous, etc., etc. Se surprendre. Hein. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour se surprendre au bout d'un certain nombre d'années, etc. Ben, j'ai envie de vous dire, on se débrouille. On se débrouille, chacun ses recettes. On se démerde. D'accord? Voilà. Alors, la confiance, c'est une attitude d'ouverture qui se rapproche du don. C'est un exercice périlleux, mais j'ai envie de dire, la confiance, c'est un crédit fait aux autres. Hein? La confiance s'élabore à partir de notre capacité à tenir nos promesses dans la force morale et impérative de la parole donnée. Dans un couple, je le répète et je le redis, la confiance ne se limite pas à la fidélité sexuelle. Elle se tisse quand on conforte l'autre dans son être profond, mais plus encore quand elle l'aide à tenir les promesses qui s'étaient faites à lui. Le dernier point, c'est de la confiance à l'éthique, le respect mutuel. Est-ce qu'il y a quelque chose? Le respect mutuel. Alors, je vais passer sur ça. Le respect mutuel, c'est plusieurs choses. D'abord, le respect mutuel va reposer sur la notion de reconnaître l'autre et de regarder l'autre. Alors, je ne vais pas vous raconter un mythe que je voulais développer, mais la conclusion de ce mythe, la morale de ce mythe, c'est « si tu me vois, tu ne me verras plus ». Hein? Je pars de l'idée qu'il y a un véritable jeu de cache-cache, un prélude à l'amour, dans une étonnante articulation du visible et de l'invisible. C'est-à-dire que voir l'autre, ce n'est pas le connaître. Et c'est accepter qu'on ne connaîtra jamais l'autre. La réalité nous déborde sans cesse. D'accord? Reconnaître, ce n'est pas enfermer l'autre dans une connaissance. C'est reconnaître sans cesse autrement. Il faut faire attention à ce contresens. J'ai envie de dire, dans un couple, la reconnaissance se fait à l'épreuve de la méconnaissance. Ne jamais croire qu'on a un pouvoir sur celui ou celle qu'on a reconnu. D'accord? Donc, reconnaître, c'est regarder, tout en disant qu'il y a plusieurs choses qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas, qu'on ne connaîtra pas. La rencontre éthique, c'est quand j'accepte de découvrir l'autre au-delà de ce que je crois connaître de lui. Quand je le laisse faire effraction dans mes représentations. Quand il fait éclater les images que je me suis faites de lui. À ce moment-là, le visage est parole. Hein? Et je suis surpris de voir comment les couples se regardent peu, ou quand ils se regardent, c'est pour essayer de saisir, de cerner, de connaître, de donner une vérité à l'autre. D'accord? Ainsi, autrui se présente comme visage parce qu'il est présence vivante, qui se défait à tout instant. C'est cet inconnu de l'autre qui va constituer le lieu de sa dignité, de sa créativité, de sa liberté la plus fondatrice. Et c'est ça, ce respect, c'est d'accepter cela, d'accepter cette étrangeté, cette singularité que je ne pourrai jamais réduire. En conclusion, c'est bon? Bon. Et si je ne veux pas qu'il y ait des échanges, je me débrouille pour parler jusqu'au bout. La conclusion, c'est la spécificité des échanges qui circulent dans un couple. Alors, je trouve que j'aime beaucoup Milton Erickson. Nous avons traduit il y a une quinzaine d'années un livre qu'il avait fait à
partir d'entretiens, c'est Jay Haley qui avait fait ce livre, à partir d'entretiens qu'il avait eu avec Milton Erickson sur le couple. Et dans ce livre, Milton Erickson parle de 4 formes d'amour. Hein? Puisque là, je suis sur cette dernière étape de l'éthique. Et Milton Erickson dit, la forme la plus infantile, la première, c'est je m'aime moi. D'abord, je m'aime moi, comme ça je suis bien servi. Okay. Ensuite, l'étape suivante, c'est je m'aime en toi. Je t'aime parce que tu es mon frère, ma mère, mon père, ma soeur, etc. Le moi en toi. Puis vient l'amour adolescent. Je t'aime parce que ta façon de danser me plaît, ou que ton intelligence me plaît. Hein? Ok. Ou la façon de manger une glace, n'importe quoi. Et puis, l'amour adulte, que Milton Erickson va exprimer ainsi. Je veux t'aimer, te chérir, et je voudrais te voir heureux, car mon bonheur est ton bonheur. Plus tu es heureux, plus je le suis. Je trouve mon bonheur dans le tien. Et Milton Erickson va résumer en disant la maturité de l'amour, c'est l'aptitude à prendre plaisir de la jouissance de l'autre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans une union, entre guillemets, réussie, dans laquelle on pourrait penser qu'on fait des comptes, dans laquelle on pourrait penser qu'on tient compte de l'argent, on n'élimine pas, mais en même temps on distingue bien les affaires, etc., etc. Eh bien, dans une union réussie, on va trouver forcément un peu de je m'aime moi. On va trouver forcément un peu de je m'aime en toi, tu me rappelles ma mère, tu me rappelles mon père, n'importe quoi. Ok. On va trouver aussi une forme d'amour adolescent. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un pourcentage important, hein, de plaisir de voir l'autre heureux. Alors Milton Erickson va rajouter, et il va dire, il ne suffit pas d'aimer la cuisine de votre femme. Vous devez aussi aimer sa joie de faire la cuisine. D'accord. J'ai envie de dire, l'éthique pour moi, c'est prendre du plaisir au plaisir de l'autre. Et j'aurais envie de terminer en disant que le désir fonde le couple, le respect le consolide, et le plaisir le fait durer. D'accord? Plus on arrive à mettre en place, vous allez me dire c'est un travail colossal, mais oui, je répéterai comme je l'ai dit ce matin à Madame Selim, ça se construit. Et si on a envie de construire, on le construit. Et si on n'a pas envie de le construire, on n'a pas besoin de le construire, on a le droit de ne pas le construire. Mais forcément, ça demande de l'énergie et de l'effort. De l'effort pour bien montrer la spécificité de ce couple, pour bien montrer le rapport du couple avec l'extérieur, mais en même temps, sa spécificité. Merci de votre attention. Et je trouve que les interventions de ce matin étaient intéressantes parce qu'elles nous présentaient un extérieur difficile à supporter. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Oui, moi je suis en train de faire un budget avec un couple et je suis en train de poser les choses pour faire en sorte que chacun apprenne à écouter l'autre et à regarder l'autre dans sa différence. Mais c'est un travail difficile. D'une part, c'est un travail difficile, mais d'autre part aussi, quand vous commencez à faire des budgets avec un couple, bien sûr, il faut faire aussi très attention, sans forcément se présenter comme modèle, mais vous pouvez aussi faire des commentaires sur ce qui vous paraît incroyable. Par exemple, si moi, j'ai un couple en face de moi qui me dit comme ça, ah ben voilà, nous avons fait, je suis toujours en découvert, alors ok, je leur demande de faire un budget,
je ne me transforme pas en assistante sociale. Dans mon métier de thérapeute, je vais faire des budgets, je connais la loi, je connais les lois d'héritage, je me suis renseigné, et bien je leur dis, bon, alors ils me présentent les masses financières, et par exemple, je m'aperçois que madame va dépenser 300 € tous les 2 mois pour acheter des jeans à ses garçons. Je leur dis, ah bon, 300 €, comment vous faites? Bon, ils comprennent bien que moi, je ne dépense pas 300 €, et je n'ai pas dépensé 300 € tous les 2 mois pour acheter des jeans à des enfants. Hein? Ou par exemple, on peut aussi, sans forcément donner des noms, on peut s'étonner de ce que les gens font. Et à ce moment-là, en s'étonnant, on les amène à s'interroger. D'accord? Par exemple, quand les gens vont faire... par exemple, vous avez des gens qui se paxent, d'accord, et qui estiment qu'en se paxant, ils ont réglé tous les problèmes fiscaux, etc., etc. Oui, mais par exemple, est-ce qu'ils ont... Si éventuellement, hein, ils ont des biens, etc., etc., ils ont réfléchi au problème de la transmission au moment du pax. Ils ont été regardés que ça peut être une bombe à retardement. S'ils n'ont pas d'enfants, et si éventuellement l'un des deux décède, et que la famille de celui qui décède redemande tous les biens, alors que la conjointe a vécu pendant 20 ans avec celui qui est paxé, quoi, elle n'aura plus rien. On peut pousser les gens à s'interroger. On peut les pousser à s'interroger. Et on a le devoir de s'interroger. Vous allez me dire, mais en les interrogeant, est-ce qu'on ne risque pas de faire augmenter les angoisses, etc. Eh bien oui, c'est fait pour ça. Et on les aide à les régler. Oui. Alors, je suis également sur... Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, monsieur. Bon, je ne vais peut-être pas me lever parce que... Mais bien sûr que vous ne pouvez pas vous lever. Donc je fais également de l'accompagnement budgétaire. Donc notre travail au niveau de l'accompagnement budgétaire, c'est effectivement pointer du doigt des dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Donc avec les différentes familles, on est là effectivement pour ouvrir différentes portes, même si il peut y avoir des différences. Hein. On sait très bien sur des principes de gestion propre, notamment avec des comptes séparés, des comptes en commun ou autre chose. Après, on n'est pas là non plus pour... On est là pour les amener à réfléchir, à se questionner et à trouver leur propre solution et leur propre identité à l'intérieur, en fait. On n'est pas là pour faire autre chose. Voilà, c'était tout simplement ça que je voulais dire. C'est vraiment sur la réflexion, de leur apporter des conseils et de la pratique, sans être sur, je dirais, une ligne trop directrice et stigmatisante. Voilà. Que chacun puisse garder sa place et qu'on soit là, nous, comme accompagnants. J'entends bien ce que vous dites. Peut-être que dans ce que je dis, vous paraît aller au-delà de l'accompagnement. D'accord. Je crois que on peut accompagner les gens. On n'a pas l'objectif et on n'a pas le devoir de les pousser vers une voie, mais aussi, selon notre façon de les accompagner, on peut les pousser à s'interroger davantage sur un point que sur un autre. Et je trouve que c'est notre devoir. Par exemple, les gens me disent, par exemple, alors vous, qu'est-ce que vous pensez, les comptes séparés, par exemple des comptes joints, etc., etc. On le sait, il y a les mêmes emmerdements, et dans les comptes séparés, et dans les comptes joints. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas du compte séparé, c'est du compte joint. Parce que si vous faites un compte joint, mais que le monsieur se débrouille pour avoir sa cagnotte à lui sans que madame regarde la cagnotte, ça ne sert à rien d'avoir le compte joint. Hein? Donc j'ai envie de dire, quand on pousse un peu les choses comme ça, après les gens décident ce qu'ils veulent, on peut quand même arriver à aiguillonner. Je pense que c'est important. Accompagner et aiguillonner, les deux. Alors, c'est ce que je donc, j'ai pas l'habitude du micro, désolé. Donc, effectivement. Non, on n'entend pas. C'est reparti. Je sais que je l'avais dit. Donc effectivement, on aiguillonne, hein, c'est effectivement le principe d'amener à la décision, effectivement en les amenant sur différentes pistes et différentes portes. Après, l'idée n'est pas non plus de laisser seuls et de ne pas leur donner notre avis par rapport à ça. Par exemple, je me rappelle de familles dont les parents voulaient faire une donation à leurs enfants. Mais comme ils ne voulaient pas
abordé avec eux un certain nombre de sujets, ils n'étaient pas prêts à faire une donation-partage. J'ai discuté avec eux de l'intérêt ou du danger de la donation-partage pendant 2 ou 3 séances. Bon, et ensuite, ils ont décidé une donation-partage. Mais je pense qu'ils avaient raison, parce qu'ils se prémunissaient dans un certain nombre de points. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de points qu'on a intérêt à éviter. Bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Autre question. D'autres questions? Non? On en reste là alors. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Au revoir. Merci.